il a cette volonté, mais il n'est pas encore passé à l'acte d'investir justement au travers d'une société. Donc, quel est le niveau de ton ambition ? C'est-à-dire que si moi j'ai la possibilité demain en 5 ans de faire 5 maisons, bah, je vais le faire tant mieux. Après, quand tu vois ton notaire tous les 2-3 mois, c'est que tout se passe très bien. Ouais. Mais comment je fais si moi, les 1000 euros, j'ai pas envie de les investir et j'ai envie de les mettre dans ma poche ? Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Salut. les deux fantastiques que sont Incroyable. Monsieur Blowart Antoine et Si même. notre cher invité Vincent Parilla, expert comptable fiscaliste. Et ce qu'on aimerait voir aujourd'hui, c'est lorsqu'on parle d'immobilier et qu'on est ambitieux, on parle du coup d'immobilier en société. Et la grosse question, c'est comment ça fonctionne justement l'immobilier en société, quelles sont les implications, et d'un point de vue de la gestion quotidienne, de la réalité du terrain, comment ça va fonctionner lorsqu'on fait de l'investissement immobilier en société. Donc, si j'ai bien compris, moi qui voudrais me lancer en investissement immobilier, débutant, sachant que j'ai encore aucune opération en cours, là vous me dites qu'en gros, Antoine est vierge, et donc certains points. grâce à sa virginité, justement, il va pouvoir nous poser des questions et poser des questions qui seront très intéressantes et que peut-être vous, justement, qui suivez l'épisode, eh bien, allez également vous poser parce qu'aujourd'hui, il a cette volonté, mais il n'est pas encore passé à l'acte d'investir justement au travers d'une société. Donc, il y a des questions effectivement intéressantes que tu peux poser. Bah déjà, la première, je pense qu'on se pose et qui est quand même simple, c'est d'un point de vue de la stratégie immobilière. Pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi favoriser l'immobilier par la société et pas moi en tant que propre personne, tu vois ? Alors, donc, comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, Ouais. Auquel on vous renvoie. Ouais. Mais si tu veux vraiment juste acheter une seconde résidence, fais-le en privé, donc tu peux le faire. Ok. Si réellement ta vision aussi du long terme, c'est d'avoir 10 biens immobiliers, la société immobilière a tout son sens, tu vois. Donc ça dépend Ouais, vraiment, bien sûr. c'est ta vision. La vision de l'investissement, voilà. où tu te vois. Où tu te vois, c'est dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. Et là, tu peux commencer à parler d'une société immobilière. Ok. Et est-ce que cette vision, elle dépend uniquement du temps, 10, 15, ou du nombre de biens que tu as ? Non, je À dirais partir ça de dépend. combien on va me dire, écoute, passe en société, c'est plus intéressant, quoi. En fait, Concrètement. c'est la requalification du revenu professionnel. Ouais. Donc si l'administration se dit en fait les opérations que tu fais, c'est pas la gestion d'un bon père de famille, elle va te requalifier comme un professionnel. Et une fois D'accord. qu'elle te requalifie comme un professionnel, là c'est beaucoup plus intéressant d'être en société. Ok. Donc si tu as 5 maisons, mais sur 30 ans, 40 ans, c'est pas si grave en soi. Donc si tu achètes 5 maisons sur 5 ans, sur 6 ans, ça pourrait poser des questions auprès de l'État, tu vois, de Ouais. Et l'administration. ça, finalement, c'est un cas très spécifique à la Belgique, mais si on regarde, d'ailleurs, toi qui es français, Ouais, si on bien sûr. regarde dans le cadre de la France, il y a des statuts comme la LMNP, donc loueur meublé non professionnel, loueur meublé professionnel, qui sont également des statuts juridiques avec du coup des implications fiscales qui vont permettre d'avoir une fiscalité potentiellement plus intéressante que de le faire au travers d'une société. Mais le problème qui va se poser, c'est le même problème qui se pose si on regarde les choses avec de la hauteur en Belgique, c'est quel est le niveau de ton ambition ? Lorsque tu as ces statuts en France, ça va se limiter à un certain parc, parce que sinon, étant donné que tu fais ça comme étant une personne privée, comme le cas de l'investissement privé en Belgique, tu vas être limité notamment par ton taux d'endettement, également auprès de la banque, c'est-à-dire la capacité qu'aura la banque à pouvoir te prêter par rapport aux revenus que tu génères, et dans le cadre spécifique de la Belgique, par un risque qui sera celui d'être, comme il l'a dit, requalifié comme étant un professionnel. Et donc, si ton ambition est grande, et ici, c'est le propos même du podcast, c'est bien sûr, l'investissement long terme. d'avoir une grande ambition et pas, patrimoine. comme on l'a déjà dit, de gagner 200 € de cash flow par mois. Ouais, bien sûr. Eh bien, tu seras obligé en fait de te structurer et d'agir comme un professionnel et donc de faire ça au travers d'une société. Ok. Donc toi, tu conseillerais dès le départ de passer directement en société pour l'investissement immobilier si tu as cette vision long terme. C'est-à-dire que
de mon point de vue, et après Vincent pourra peut-être nuancer et amener son avis là-dessus, mais si tu ne disposes de rien aujourd'hui, comme avoir personnel, il sera assez difficile en société de pouvoir obtenir un financement. Il faut essayer de voir comment on se structure et comment on obtient réellement un financement. La banque va financer une société qui va du coup vouloir faire un investissement immobilier, donc activité commerciale, et bien à partir de, comment dire, de la situation de l'actionnaire, comme tu dis, et de l'administrateur, et également par rapport aux avoirs de la société. Par contre, si tu veux faire ça en privé, il va y avoir des critères qui vont être semblables. Néanmoins, le moyen le plus facile de pouvoir investir en privé au départ, c'est d'investir dans sa résidence principale. Et de voir sa résidence principale comme étant un investissement. Et c'est le moyen le plus facile pour celui qui ne dispose de rien comme argent, entre guillemets, de mettre un premier pied à l'étrier de l'immobilier. Si maintenant tu disposes déjà de finances personnelles, eh bien tu pourras justement éventuellement passer directement par le statut de société pour pouvoir faire tes investissements, ou si tu as déjà justement par exemple une résidence principale ou d'autres biens que tu peux mettre en garantie qui sont en privé. Mais si tu commences par ta résidence principale, tes accès au crédit vont être facilités, et donc ça se fait en privé. Peut-être que tu pourras nous dire pourquoi ne pas éventuellement acheter sa résidence principale en société aussi. Enfin, c'est une question qui est intéressante, mais ça pourra se faire plus facilement, mais alors ça nécessite de voir son investissement immobilier, enfin, son achat de résidence principale comme un investissement, qu'après un certain temps, éventuellement, tu mettras en location. Oui, pas un achat coup de cœur dans lequel tu vas mettre de l'émotion. Exactement. Et dans lequel tu vas... Et moi, c'est mon avis, c'est si tu te dis plus tard, j'aimerais bien avoir 5 ou 6 maisons, tu vois, ne pas vraiment faire un business, tu vois, plutôt un placement immobilier. Tu peux encore le faire en personne physique, tu vois. Ça sert à rien peut-être de gérer une société, que le but de la société, c'est vraiment de dégager des profits. Tu vois, donc c'est peut-être faire des opérations achat-vente, t'achètes une ruine, tu l'as refait complètement, que vraiment la gestion du bon père de famille, tu pourrais me dire, en fait, moi, mon but, c'est quand même d'avoir 5-6 maisons, parce que je crois pro loyer, que quand j'aurai terminé mon crédit, ça c'est ma pension, fais-le en privé. Tu vois. Pas besoin d'avoir une société pour acheter simplement 5-6 maisons, enfin simplement entre guillemets. Par contre, si ton but c'est de se dire non, moi je vais acheter des maisons, je vais peut-être se les refaire c'est le week-end, je vais payer des entreprises, puis je vais faire des plus-values, je vais les vendre, je vais racheter d'autres bâtiments. Là, tu es plutôt dans une gestion professionnelle, donc la société là a tout son sens. Est-ce que le statut juridique que j'obtiens, peu importe l'investissement que je vais faire en privé ou via une société, change? C'est-à-dire qu'admettons, je veux le faire en bon père de famille. Puis finalement, au bout de 5 maisons, je me rends compte que je veux plus. Là, je peux pas... Ça, c'est un élément dont on pourrait parler qui est intéressant, mais excuse-moi juste de te couper un instant, parce que vous avez dit deux choses qui sont très intéressantes. C'est si tu veux 5-6 maisons, fais-le en privé. C'est-à-dire que ça dépend quelle est vraiment l'ambition. Et quand on parle de 5-6 maisons, on parle le jour où tes crédits sont réellement payés, et dans le cadre d'une location qui se fait normale, on parle d'un revenu qui va être de l'ordre de 4 à 5 000 euros par mois, plus ou moins net, si on considère qu'il y a peu ou pas de vide locatif, que tu fais une location classique, etc. Le jour où tes crédits sont payés, tu comptes par maison entre 800 et 900 euros et tu retires, on va dire, le revenu, le précompte immobilier que tu payes. On va dire que tu vas arriver sur une enveloppe de 4 5 000 euros par mois. Si l'ambition est celle-là de se dire je vais arriver dans 20 ans à avoir 4 5 000 euros par mois, effectivement, ça fait sens. Mais si maintenant, c'est je veux, dans 20 ans, avoir 40 50 000 euros par mois... Il faut le faire en société. Et là, ça sera encore différent. Et c'est vraiment faire un vrai business avec l'immobilier. Tu vois, si tu veux faire un vrai business avec l'immobilier, tu dois être en société. C'est pour avoir même 10 maisons que tu loues. C'est pas encore faire ça un vrai business dans l'immobilier. Ça va dépendre du coup sur le temps également. Et ça, on avait fait un épisode justement dans lequel on en parlait. Le temps sur lequel tu vas acheter. Parce qu'un salarié avec un revenu classique pourrait même acheter 10 maisons, comme tu le dis. Mais pas 10 maisons en un an. Voilà, tu fais 10 maisons en un an, c'était plutôt dans un business. Tu ne fais pas ça classiquement. Donc, tu vas acheter une maison tous les 7-8 ans, 9 ans ou 10 ans. On pourrait dire que tu n'es pas dans le business. Il faut vivre longtemps. Après, est-ce que ça dépend pas plus de ce que tu as envie, mais aussi des moyens que tu peux mettre dès le départ, tu vois? C'est-à-dire que si moi j'ai la possibilité demain en 5 ans de faire 5 maisons, je vais le faire tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais après, tu as raison, et je pense que les moyens, ça c'est que toi qui te les donnes. Mais tu as raison, ça dépend aussi des moyens que tu auras, tu vois.
Est-ce que moi, par exemple, je veux faire en bon père de famille, je me rends compte au bout de 5 ans qu'en fait l'immobilier marche mieux que ce que je pensais, que je m'en sors bien, j'ai envie d'accélérer le mouvement, je passe en société, je peux passer en société? Donc voilà, à partir de ce Quand je moment-là, veux. une fois que tu décides d'être en société, parce que tu dis maintenant je fais du vrai business, tu crées ta société qui commencera à zéro. C'est-à-dire que les 5 maisons, tu peux les garder en privé, tu n'es pas obligé de tout remettre dans ton patrimoine. Les 5 maisons que tu as déjà acquis en bon père de famille, elles restent en privé, et ta société, elle démarre. Donc là, le premier contact, c'est prendre un rendez-vous avec ton expert comptable ou ton notaire, ou des fois c'est le banquier, qui va t'expliquer un peu c'est les démarches importantes, notamment faire un plan financier, créer une société, généralement c'est une SRL, anciennement les SPRL, et puis en fonction du plan financier, tu vas devoir apporter un apport. Et généralement l'apport va être servi pour payer les frais d'enregistrement, enfin les frais de notaire, et certainement la quote-part que la banque te demande. Mais tu viens de me parler de plusieurs professionnels. Si demain je veux me lancer en société, parce que j'ai l'ambition de faire beaucoup d'immobilier, je vais voir qui en premier, du coup? Rapport à un lancement en société. Mais moi, je dirais, si tu n'as aucune connaissance d'autres professionnels, va d'abord voir ton expert comptable. Après, ton expert comptable, il travaille peut-être avec des banquiers, peut-être avec des notaires, avec qui il a l'habitude de travailler. Et donc, il pourra déjà te faire profiter de son réseau. Que si tu vas voir peut-être le notaire, le notaire il reçoit certainement beaucoup de dossiers de plusieurs experts comptables et il n'aura peut-être pas spécialement un expert comptable à te conseiller. Je me trompe peut-être, mais l'expert comptable, lui, c'est quelqu'un avec qui tu auras beaucoup plus de contacts que ton notaire et que ton banquier. Même si tu as beaucoup de contacts avec ton banquier et ton notaire, mais l'expert comptable, tous les 2-3 mois, tu vas peut-être le voir pour ta déclaration TVA. Donc ça va vraiment être ta personne de confiance. Après, quand tu vois ton notaire tous les 2-3 mois, c'est que tout se passe très bien. Mais du coup, donc là on part du principe que on se rend compte que finalement le placement en immobilier par la société est plus intéressant, mais concrètement quelle est la grosse différence financièrement entre le fait de se lancer en privé et le fait de se lancer, qu'est-ce que je gagne, pourquoi je dois passer absolument par un expert comptable pour me lancer par la société, tu vois. Donc, quel est l'avantage en gros du fait d'ouvrir sa société en immobilier? En fait, le gros avantage, c'est quoi? En fait, c'est l'inconvénient de la personne physique, l'avantage. Et l'inconvénient de la personne physique, c'est d'être requalifié comme professionnel. Donc le gros avantage... C'est le fait d'être limité. Oui, mais c'est parce que là, on parle de comptabilité, de fiscalité, mais aussi il y a, en personne physique, au-delà du fait d'être requalifié comme professionnel, c'est le fait d'être limité au niveau de l'encours bancaire que tu peux avoir. C'est-à-dire que en privé, avec une situation normale, eh bien, la banque ne va pas te permettre d'emprunter 5 millions d'euros. Tandis qu'en société, on parle d'une entité qui est différente de ta personne physique, et donc la banque sera plus enclin à te permettre des et emprunts. Je dirais, elle sera aussi beaucoup plus enclin si tu as sur le côté peut-être une autre société commerciale là, qui travaille. Tu vois. Ouais, parce que là, le but, c'est d'ouvrir une société pour pouvoir passer en privé l'immobilier, mais derrière, il faut quand même avoir... ça serait mieux d'avoir une société qui te rapporte quand même de l'argent. Sachant que là, même si je joue ma société, c'est pas ma société qui paye concrètement, c'est l'argent que moi je vais injecter dans la société. C'est ça. Et c'est vrai qu'au niveau, au niveau de la garantie, par exemple bancaire, si tu as par exemple une autre société commerciale, la banque va peut-être aussi prendre des garanties sur ta société commerciale, et pas que sur ta société immobilière. Tu vois. Donc c'est vrai qu'il a vraiment... moi je pense que faire un business dans l'immobilier, on peut le faire, mais il faut vraiment avoir une certaine rigueur. Un thème que vous avez déjà parlé une discipline. Tu vas vraiment avoir une discipline... Une grosse discipline. En termes de placement, tu veux placer dans l'immobilier, tu peux très bien le faire en personne physique si ton projet c'est d'avoir, comme on a déjà dit, 5-6 maisons. Tu vois, faut pas spécialement créer une société immobilière. Parce que, comme tu dis, c'est ton argent à toi, tu vas mettre dans ta société. Alors la société immobilière, après, elle pourrait être notamment intéressante en termes aussi de transmission. Tu vois. La société immobilière, elle est très intéressante parce que pour transmettre ton patrimoine, tu peux faire une donation d'actions qui est seulement imposée à 3,3% en région Wallonne, par exemple. Tu vois. Donc ça, c'est important. Donc tu peux des fois créer une société immobilière, pas juste pour éluder l'impôt, si on n'élude pas l'impôt en société, justement, tu en perds certainement un peu plus, mais plutôt pour après transmettre de la meilleure façon ton patrimoine. Mais par rapport à ce que vous disiez, et ce que tu disais était assez intéressant, dans le même temps que la lumière nous a quittés, lorsque tu dis, si je veux investir massivement, il faudra en réalité nourrir cette société par une société de production qui, elle, va lui apporter donc, de l'argent. Donc tu disais avoir une autre activité. Mais justement, cette autre activité, et c'est ce dont on a parlé, elle peut être liée à l'immobilier. Et ça peut être justement le fait de faire des opérations marchandes dans l'immobilier. Parce que tu commences par de l'investissement locatif. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça que moi j'ai
commencé en faisant, et je continue évidemment, mais en faisant de l'investissement locatif. Et maintenant, je fais également des opérations d'achat-revente pour justement créer un flux de revenus et alimenter cette société d'investissement immobilier. Et donc, c'est pas deux choses qui sont à opposer. Tu peux faire de l'investissement et en même temps faire des opérations d'arbitrage, de découpe, de revente, d'achat-revente, chose que tu ne peux pas faire en privé. Et pour compléter ce que En privé, tu ne peux pas le faire. Non, ouais. Est-ce que pour compléter ce que Leroy dit, quand tu as une société comme ça de travaux, donc tu achètes, tu rénoves, tu vends, tu fais des belles plus-values. Imagine un jour, tu as un ouvrier que tu as engagé qui est sur ton chantier, il se blesse, mais tu l'as mal assuré. La société pourrait tomber en faillite, dans le pire des cas. C'est-à-dire la faillite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas payer toute ta vie, la société va devoir payer les frais à l'ouvrier. Si tu as des bâtiments, tu pourras vendre tes bâtiments, tout revendre pour payer ce que l'assurance, si elle s'est retournée contre toi, si tu es en tort. Par contre, si tu as justement une société immobilière, l'investissement à plus long terme pour toi, tu peux justement le faire dans cette société-là où tu as beaucoup moins de risques de faire faillite, tu vois. Et si une fois ta société commerciale ou de promotion immobilière où tu construis, tu achètes, tu revends, elle tomberait en faillite parce que tu as eu un problème, mais l'autre patrimoine, il est sécurisé, tu vois. En fait, une société, c'est vraiment une personne morale propre, tu vois, qui est bien séparée. Mais ce qu'il faut vraiment considérer, c'est que tu as des risques, en fait, quand tu as une activité commerciale. Que tu as pas Et c'est là un des intérêts de l'immobilier, c'est justement de contrebalancer le risque que tu as avec l'activité commerciale par de l'immobilier qui est sécurisé. Et donc l'intérêt, effectivement, c'est de le séparer au sein de deux entités pour te dire que si un jour tu as un problème avec ta société commerciale, eh bien, tout ce que tu as construit ne coule pas. En une seule fois, il te reste... Et un exemple que j'aime bien dire, c'est tu as un couvreur qui fait un chantier, il met son échafaudage. Justement, l'ouvrier, malheureusement, tombe de l'échafaudage. Il suffit que l'assurance descende pour analyser. Et on constaterait qu'il a une malfaçon dans l'échafaudage ou tu ne l'as pas bien mis, parce que des fois ça peut arriver par la vitesse que tu sois un peu négligent. Au final, tu es responsable du décès de quelqu'un, tu vas travailler toute sa vie pour payer son décès. Tu vois. Donc si tu as tous des bâtiments dans cette société-là, tu vas pouvoir tout revendre. Comme Leroy dit, en séparant ton immobilier, plutôt pas privé, mais ton immobilier propre à toi dans une société immobilière, tu es mieux préparé à faire faillite. Mais ça veut dire que dans le cadre de quelqu'un comme moi qui est salarié, qui n'a pas de société commerciale à l'extérieur de son travail et qui voudrait ouvrir une société pour investir dans l'immobilier, au final, pour moi, ça reste compliqué parce que en termes de risque, c'est plus important. Ça peut rester, oui. Ça veut dire par plus important en termes de risque. Ça veut dire tout ce que vous m'expliquez. Par exemple, il peut se passer ce cas-là où moi, j'ai pas une société commerciale qui peut me couvrir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle te couvre pas, la société commerciale. Non, mais je veux dire, il y en a une des deux qui prendra un peu plus de... comme il vient de dire, si on a une qui fait faillite, c'est pas grave, en gros, il y a la deuxième. Quoi. Non, en fait, je vais dire, la société pour toi qui n'a pas de société commerciale, tu pourrais faire une société immobilière, c'est plutôt toi, tu es dans le but d'acheter, vendre, des fois louer. Tu vois. Donc là, tu as réellement un vrai business. Mais si toi, ton but, c'est simplement du placement immobilier, donc juste acheter et louer, ce qui est très bien, pour moi, tu peux le faire en personne physique. D'accord, ok. Donc il n'a pas une certaine grosse répétition, comme on dit, de 10 maisons sur l'année. Moi, je pense que, parce que je comprends plus ou moins les lignes... que de ta question et ce que tu veux dire, qui est là, qui est sous-jacent, c'est si moi, je suis en tant que privé et que je veux investir dans l'immobilier et que je le fais au travers d'une société, comment je vais nourrir cette société pour qu'elle puisse enchaîner les opérations? Concrètement, parce que de par un salaire, les revenus seront trop limités a priori, étant donné qu'un salaire, il est déjà taxé à 50% lorsque la personne le reçoit. Alors que quand c'est une société qui prête, par exemple, à une autre société, elle peut déjà prêter directement l'argent et après seulement elle sera, moi, j'ai pas ces leviers financiers, moi, tu vois. Mais c'est justement le fait de, au sein de ta société immobilière au départ, par exemple, de faire des opérations d'achat-revente. Et par la suite, quand ça grossit à un certain niveau et que ta société immobilière commence à être costaud, mais de faire ces opérations d'achat-revente au travers d'une autre société, mais qui ne fait en réalité que de l'achat-revente. Je ne sais pas si tu peux confirmer. Hein. Si. Donc, si tu veux commencer à lancer une société immobilière, c'est juste pour faire du placement,
immobilier, c'est peut-être pas si intéressant que ça, autant le faire en privé. Sauf, par exemple, notamment un cas qu'on n'a pas parlé, une exception, c'est quand on achète des bâtiments qui ont des surfaces commerciales. Quand tu es en privé, tu achètes une maison qui a un rez-de-chaussée commercial, tu vas être taxé réellement là sur les loyers réellement perçus. Donc là, la société immobilière pourrait avoir un sens si tu achètes une maison où il a un salon, c'est de coiffure, ou une friterie en bas. Tu vois, là, ça pourrait avoir un sens. Si c'est réellement une maison familiale, où il n'y a pas d'activité professionnelle, si tu as juste le projet de faire du placement immobilier, ça a moins de sens de créer une société commerciale. Okay, de créer une société immobilière. Par contre, si tu dis non, moi je veux vraiment me développer dans l'immobilier, et donc au début, pour te développer dans l'immobilier, sauf si tu as déjà fait fortune auparavant, tu vas devoir faire des opérations immobilières. Ces opérations immobilières-là, il ne faut pas les faire en privé, tu dois les faire au travers de ta société. En faisant ces opérations immobilières, tu vas dégager notamment du profit. Attention que je rappelle que faire l'immobilier, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu peux aussi en perdre. C'est pour ça que ce ne sont pas des conseils financiers. Voilà, il faut vraiment être assez rigoureux. Il faut être prêt aussi vers quoi tu t'en vas. Il faut avoir conscience des risques. Voilà. Les gains, oui, mais les risques aussi. C'est ça, il y a beaucoup de risques. Donc plus tu gagnes, plus tu as risque de perdre aussi beaucoup. C'est normal, bien sûr. Et donc si content, tu me dirais, moi Vincent, mon projet c'est d'acheter 3 ruines, les retaper et les vendre. Je vais dire, peut-être qu'il faudrait créer une société immobilière. Si tu me dis, Vincent, mon projet c'est d'acheter 3 maisons et les louer, je ne vais pas te dire, mets-toi en société immobilière. D'accord. Tu comprends ? Ouais, bien sûr. Et donc, si en fait, au début, tu fais comme ça des opérations immobilières, tu crées ta société immobilière, et puis par la suite, si tu as accro l'immobilier, tu me diras, Vincent, moi je vais acheter des maisons pour les louer. Et là, je pourrais dire, attention, comme Leroy dit, la société où tu fais de l'achat-revente va générer beaucoup de cash. Quand tu voudras reprendre ce cash en privé, tu as l'impôt à la sortie, tu vois. Et donc là, je vais dire 1 000 € de cash dans la société, et quand tu le sors à ton nom en personne physique, il t'en reste plus que 500. Tu as 50% d'impôt. Par contre, si tu as une société comme ça commerciale qui a du cash, qui a 1 000 € de cash, cette société-là peut prêter 1 000 € à ta société immobilière, et 1000 égale 1000. Bien sûr, il y aura une convention de prêt, tu vas payer un petit intérêt. En fait, c'est comme si ta société commerciale va faire office de banque. Tu passes à la société, qui est la société te passe à toi, et du coup, tu évites. Non, elle ne te passe pas à toi. Elle te passe pas à toi. Elle te passe à l'autre. Elle te passe à l'autre société. Donc, ta société commerciale va passer à ta société immobilière. Et ta société immobilière, avec ses fonds propres, va pouvoir prendre après un crédit aussi auprès de la banque. L'apport, ce sera peut-être plus toi qui va le mettre, ce sera ton autre société commerciale qui va apporter l'apport. Tu vois. Et là, ta société immobilière, elle va pouvoir investir et prendre son sens. Tu vois. Mais c'est vrai que si tu es une société commerciale, pour toi, après investir en privé, c'est compliqué, comme je dis, parce que le cash, quand tu le sors d'une société, tu as 50% d'impôt, je schématise. Par contre, si ta société commerciale, tu veux faire de l'immobilier, tu crées une autre société immobilière, là, tu pourras faire un prêt d'argent, donc c'est 1 € égale 1 €. Donc, il y a toujours 1 € dans la société et pas 50 centimes, comme dans mon cas. Et là, tu pourras les réinvestir dans de l'immobilier. Ok. Mais comment je fais si moi, les 1 000 €, j'ai pas envie de les investir et j'ai envie de les mettre dans ma poche? Alors, parce que alors ne crée pas de société. Ok. Et oui. Non, parce que le but, au bout d'un moment, c'est d'en vivre un peu, soyons honnêtes, tu vois, c'est bien. Oui, mais ce que nous, on prône ici, c'est de vivre. Non, mais c'est une question peut-être que si demain j'ai 7 maisons, ok, l'investissement, c'est bien. Ce qu'on prône, c'est de vivre, justement, de l'argent qui est généré par tes biens immobiliers. Et donc, potentiellement, une fois qu'ils sont payés. Parce qu'on sait, et on a démonté ces arguments, que lorsque tu as encore du crédit, bien sûr. Tu peux vraiment vivre sérieusement et décemment de tes biens immobiliers. Donc l'idée, c'est de vivre de tes biens immobiliers lorsque ils sont payés. Okay. Donc, et là, tu ressors ton argent à ce moment-là. Et là, effectivement, comme il le dit, tu vas être taxé. Mais l'idée avec les opérations d'achat-revente, on voit plus ça dans une dynamique d'être un moyen d'approvisionner ta société immobilière pour que justement elle ait de l'argent et qu'elle puisse grossir. Si maintenant, à la source de tes opérations d'achat-revente, tu viens prendre cet argent pour toi vivre en privé avec, le problème c'est que tu pourras pas faire grossir ta société. Alors, tu vas prendre l'argent en privé, ça va venir se rajouter aux revenus peut-être que tu touches déjà, et donc c'est de l'argent en plus, mais par contre, ça ne te permet pas de développer ton... Tu es indépendant ou même tu es particulier, tu as plus ou moins 40 € net. Sur 100 €, tu as 40 € net et tu as 60 € d'impôt. Alors, on ne le voit pas parce qu'on est salarié ou parce qu'on est indépendant, personne physique. On s'en rend un peu plus compte. Par contre, quand tu es en société, réellement, quand tu disais, tiens, je veux sortir ces 1 000 € là, par exemple, dans le cadre d'une société immobilière,
si je compte par exemple l'impôt des sociétés 25% et puis seulement un dividende à 15% avec une réserve par exemple c'est de liquidation, tu aurais si tu veux 60 € net et 40 € d'impôt. Donc tu vois pour 100 €, ça ne vaut peut-être pas l'utilité de créer une société parce qu'en fait le delta c'est que 20 €. Par contre si après tu as plusieurs biens immobiliers, tu gagnes quand même 20% via ta société immobilière, donc sans prendre ces deux salaires. Ta société immobilière ne te donne pas de salaire, surtout le bénéfice en fin d'année. Le taux d'impôt des sociétés, c'est 25%. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de salaire. C'est parce que tu peux avoir 20%, on va dire 25%. Et puis, seulement sur le montant qui reste, pour toi le sortir, tu peux le sortir avec un dividende de 15%, notamment via la réserve de liquidation. Et donc, c'est-à-dire que l'impôt total, on s'élève à 40% d'impôt et tu as 60 € net en poche. Que quand tu es indépendant ou salarié, finalement, c'est plutôt l'inverse. Tu as 40 € net en poche et en tout, il a eu 60 € d'impôt. Peut-être pas toi qui les as payés, mais le patron... puis toi. Ok. Et si demain je veux créer une société, parce que c'est vrai que je n'ai pas posé cette question-là, alors qu'elle est simple, déjà, comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe, je dois aller voir quelqu'un physiquement ? Est-ce que ça se passe sur Internet ? Est-ce que c'est payant ? Et quel statut ? Parce que je sais qu'il y a plusieurs statuts de société. Est-ce que les statuts jouent sur la fiscalité, les gains que tu peux potentiellement... Pas en Belgique. Pas en Belgique. Je veux dire, il a une même fiscalité pour tous les différents types de sociétés. Les deux formes de sociétés les plus couramment connues, c'était anciennement la SPRL, qui est devenue la SRL, qui est une société de personnes. Et puis tu as la SA, la société anonyme, qui est plutôt une société pour les capitaux. Ça veut dire une SA, par défaut, les seules différences, c'est qu'une SA, juste si tu as le pognon, tu peux devenir actionnaire facilement. C'est-à-dire que si tu es associé avec Leroy, moi je t'en propose 2 fois plus, je suis son pire concurrent, tu peux me le vendre. Leroy n'aura rien à dire. Et au final, je serai actionnaire avec Leroy dans la société qui me déteste. Par contre, tu es en SPRL. Anciennement SPRL, c'était une société privée. Non, c'est SRL, mais ça reste toujours une société de personnes. C'est-à-dire que si toi, un jour, tu es associé avec Leroy, tu veux me vendre à moi, Leroy aura d'abord son mot à dire. En disant, attention, moi d'abord, je veux plutôt acheter au même prix que tu veux vendre à Vincent. Vincent, je t'aime pas, tu vois. Ou tu peux dire, non, je veux pas Vincent, je veux un autre. Qu'une SA, par exemple, toutes les sociétés cotées en bourse, on s'en fout de qui est actionnaire. Donc, c'est des SA. Parce que tu peux acheter c'est des actions comme ça. Ça, c'est les SA. Les SRL, c'est plutôt des sociétés de personnes, comme évidemment un médecin, un avocat, où tu vas plutôt à la société-là, pas pour le nom, pour la personne. C'est vraiment ça les deux grandes différences. D'accord. Mais c'est pas au niveau fiscal. C'est le même impôt. Alors s'il y a quand même quelques différences, notamment au niveau de l'apport. Une SRL, maintenant tu peux créer une SRL avec 1 €, même si on ne le préconise pas. C'est-à-dire les frais de constitution, tu en as facilement vite pour 2500 €. Donc quand on crée une SRL, généralement on essaie toujours d'avoir un apport quand même convenable. Au moins, je veux dire 10 000 €, au moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SPRL avant, tu devais apporter sur la durée de vie de la SPRL, 18 550 € capital. Une SA, pour créer une SA, là tu dois libérer 61 500 € directement. Donc l'apport est complètement voilà, donc différent. par exemple quelqu'un qui va se lancer, principalement on crée d'abord des SRL, où tu peux créer une société avec 10 000 €, 20 000 €. Tu vois. D'accord. C'est rare qu'on crée une SA directement. Et tout se passe en ligne ou je dois aller voir un juriste, je dois aller voir quelqu'un Non, donc généralement, je te dis, tu vas voir ta personne de contact la plus souvent. Je dirais par défaut, c'est peut-être ton expert comptable. Tu vas voir ton expert comptable. Lui, tu auras un premier entretien pour un peu cibler ton idée, cibler ton projet. Ensuite de ça, lui, il va réaliser un plan financier pour voir si ce que tu envisages, si c'est réellement faisable et si ça va être rentable. Il ne faut pas oublier que le but de la société, c'est enrichir les actionnaires, donc c'est quand même gagner des sous. Une fois que le projet est rentable, si tu veux, l'expert comptable va envoyer un petit mail au banquier en disant attention, il faut ouvrir un compte au nom de cette société qui va être en constitution et il faut apporter 10 000 ou 20 000 € en fonction du plan financier. Tu vas recevoir aussi une attestation du banquier. Et entre-temps, après ces éléments-là, si tu veux, tu iras chez ton notaire où là, lui, il va créer ta société, c'est-à-dire tu auras les statuts. Le notaire, pour signer l'acte, il aura besoin du plan financier et de l'attestation bancaire, comme quoi tu as bien déposé de l'argent. Donc en fait, le notaire, tu le vois un peu en dernier. Mais c'est lui qui officialise la création de la société. Donc tu dois généralement au moins avoir 3 personnes. Et après le notaire, tu dois normalement aller au guichet d'entreprise pour identifier c'est ta société et dire quelle activité elle va faire. Donc soit tu vas à l'UCM, à Partena ou à Securex, après la création de ta société pour l'identifier, ou aussi également l'identifier à la TVA, si tu es soumis à la TVA. Donc ça, c'est vraiment pour créer ta société. Et en fonction du régime... Ce qui est important de dire, c'est que ça paraît complexe de prime abord, tout ce qu'il dit, mais en réalité, c'est une formalité laquelle on est souvent accompagné justement par son expert comptable qui en soi, c'est toujours une première fois, et donc ça paraît
insurmontable, mais en Au réalité... début, pour Leroy, je suis tenu la main. Bon, maintenant, je ne tiens plus la main Maintenant, pour une ça va. société. Ouais. Ok. J'avais une société avant de travailler avec lui. Euh, Ah non, j'étais en personne physique. Ouais, t'étais en personne physique. J'ai créé la société de Leroy. C'est vrai? Ok. C'est un peu grâce à toi si je travaille aujourd'hui. Non, c'est pas ça m'embête. Ok. Est-ce que, question un peu différente, Ouais. est-ce que toi, de par l'expérience, tu aurais absolument un conseil à donner, justement, en tant qu'expert comptable, à quelqu'un qui veut se lancer en société dans l'immobilier? Quelque chose que tu as vu, selon toi, c'est vraiment, attention, ça, faut vraiment faire attention, c'est très négligé. Je sais pas, de par l'expérience un petit peu. Mais ce qu'il faut se dire, c'est se lancer. Quand j'aurai quelqu'un qui vient me voir, qui me dit écoutez, je vais me lancer dans l'immobilier, ma première question, ça va être est-ce que vous avez déjà des connaissances, tu vois? Est-ce que vous êtes peut-être maçon? Est-ce que vous êtes manuel? Ou est-ce que vous vous y connaissez réellement? Hein? Et pas se dire tiens, je vais me lancer comme ça dans l'immobilier et je pense que tout va fonctionner. Ça n'ira pas. Tu vois? Donc il faut vraiment déjà avoir. Est-ce que vous suivez des contenus sérieux comme la La goutte goutte d'eau? d'eau. Voilà, Si là, tu entends quelqu'un qui vient, qui dit voilà, moi je suis la goutte d'eau depuis voilà. un moment, là tu vas dire ça, c'est Lui, un Voilà, investisseur. il va faire de l'argent. Et au moins, je vais savoir que cette personne-là, elle comprend déjà le principe de la fiscalité, qu'elle comprend qu'est-ce qu'un bilan, comment ça doit l'investir, qu'on ne va pas déduire son crédit, hein, on déduit le bien en 33 ans, on ne déduit pas son bien en 10 ans. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui ait déjà plus de connaissances théoriques ou quelqu'un qui soit déjà un peu plus manuel, que je sais que quand il devra réparer, par exemple, un robinet, il ne va pas faire appel à un sous-traitant. Parce que pas, tu ne gagneras pas d'argent. Hein. S'il y a moins de réparations, tu sais pas travailler de tes mains, ça va être compliqué de gagner de l'argent. Tu vois. Donc, par exemple, quelqu'un qui va me dire écoute, Vincent, j'ai un projet d'acheter une maison, je vais la rénover moi-même, je vais la revendre. Ouais. Et s'il ne sait rien faire, je veux dire, se mettre en société, lui dire écoutez, c'est peut-être un vous peu. demandez d'abord c'est des devis, et puis on va voir s'il a moyen d'avoir une plus-value. Ok. Mais si vous savez le faire de vous-même, l'investissement en société immobilière, là, ça pourrait être intéressant. Vous allez me dire, la maison, je vais l'acheter 40 000 €. Les frais d'enregistrement vont être réduits, c'est que sur 40 000 €. Hein. Donc, pour rappel, si une fois tu achètes un bien immobilier, compte que les frais, c'est plus ou moins 15%. Okay. C'est 12,5 les droits d'enregistrement. Tu peux des fois avoir une réduction si ton revenu cadastral est inférieur à 745 €. Enfin, compte ces 12,5. Et puis, tu as les frais bancaires. Et donc, tu comptes 15%. C'est-à-dire, tu achètes une maison 100 000 €. En tout, tu vas être à plus ou moins 15% de frais. En tout, frais bancaires. Okay. Moi, je viendrais quand même nuancer le propos par rapport aux personnes qui savent, qui sont manuelles, dans le sens où, à mon sens, la quintessence du travail de l'investisseur immobilier ou du marchand de biens, il va être dans la qualité de l'opération et dans la coordination des différents partenaires qui vont intervenir dans l'opération. Et derrière, avancer dans l'investissement. Et on peut simplifier ça en disant mieux vaut travailler pour son business que dans son business. Hein. Parce que quand tu es dedans, c'est-à-dire si tu fais les travaux toi-même, tu vas être limité par un plafond de verre que tu vois pas, mais tu vas être à un moment limité. Que si tu travailles pour ton business, c'est-à-dire si plutôt tu regardes plutôt les stratégies, tu fais plutôt travailler des gens à ta place, tu travailles plutôt pour que dedans. Ouais. Ah, puis je pense que la meilleure chose à faire, c'est de déléguer aux gens qui sont plus compétents que toi dans leur domaine. Tout à fait. 200% d'accord avec toi. Moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que toi, Antoine, tu as une dernière question? J'ai une question peut-être qui va paraître bête, mais comment avant, peut-être, mettez un like et posez également votre question, si vous en avez une, ou votre réaction. Et là, pas de question, mais... à Vincent. Moi j'ai une question simple. Tu dis de s'entourer d'un expert comptable. Le financement d'un expert comptable, est-ce que je paye l'expert comptable à chaque fois que je vais le voir, ou ça fonctionne sur par mois, Alors, tu sais? Il faut quand même prévenir que c'est très cher. Chez Vincent, spécifiquement. Ça va, c'est moins cher que ce qui te fait gagner, c'est bon. Voilà, c'est ça. Mais donc, en fait, il a plusieurs types de facturation. Hein. Tu as les facturations au forfait. Ouais, donc, un forfait, généralement, c'est tous les mois, c'est le même montant. Okay. Comme un abonnement. Et puis, tu as les facturations en régie. En régie, c'est à l'heure prestée. Donc, moi, généralement, j'aime mieux plutôt travailler en régie. Pourquoi? Parce que c'est le juste prix. C'est-à-dire que si je mets 10 heures sur ton dossier, on te facture 10 heures. Alors, généralement, les clients, moi, qui veulent des forfaits, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai un forfait. La première tu année... vois 40 heures par semaine, du coup. Je veux dire que la première année, tu vois, on travaille en régie. Ouais. Et l'année 2, le client qui me dit Vincent, j'aimerais bien un forfait, ben, je regarde l'année d'avant, combien de temps on a mis, je le divise par 12. Tu vois. Toi qui es honnête, après, à mon avis, c'est pas partout comme ça. Normalement, ça devrait être. Normalement. Voilà, ok. C'était ma dernière question. Mais donc, il y a des coûts, il faut quand même le dire, il y a des coûts inhérents justement à la prestation d'un expert comptable, mais in fine, et c'est comme on le disait précédemment, c'est pour pouvoir derrière gagner, comme dirait l'émission, qui veut gagner des millions, de par
l'investissement qu'on pourra faire de façon plus massive et l'amortissement du capital. Si vous avez aimé cet épisode, je vous ai dit un like, une question et éventuellement. on se voit prochainement. Merci beaucoup Vincent d'être pour un venu. prochain épisode. Avec plaisir. Merci Vincent C'est un vrai plaisir. et à la prochaine. À la prochaine.